Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Diagonale, l'émission qui vous transporte au cœur de la transformation digitale. Au programme, aujourd'hui, l'expérience client entre espace physique et digital. La digitalisation permet en effet de ne plus limiter les liens entre les marques et ses clients au seul point de vente, mais aussi d'avoir des interactions avant et après la visite des clients dans les espaces physiques. On passe ainsi d'une histoire d'un jour à la construction d'une véritable relation qui se développe dans la durée. Une révolution qui permet aux consommateurs une immersion dans la culture des marques, avec des bénéfices aussi bien pour les marques que pour leurs clients. Alors à l'heure où tout est disponible en ligne pour les consommateurs, un défi se pose. Comment faire de la visite dans un espace physique une expérience unique et novatrice? Jamais en tout cas l'expérience client n'a offert autant de possibilités qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Nous allons en parler avec nos invités que je rejoins tout de suite. Pour nous raconter ces nouveaux voyages aux confins du digital et du monde physique, j'ai invité deux spécialistes aux trajectoires contraires. Avec eux, nous allons explorer les nouvelles interactions entre marques et consommateurs. Jessica Delpirou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale France de Made.com, un site de vente de meubles design à prix abordable. Votre marque est avant tout digitale, mais elle met de plus en plus le pied dans le monde physique. Vous avez fait le choix d'avoir des showrooms physiques ultra connectés dès l'origine, qui vous servent à développer l'expérience client, mais pas à vendre sur place. Vous nous expliquerez comment et pourquoi. À côté de vous, Fabien Fouqueret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'expérience visiteur à Disneyland Paris. Vous, c'est tout le contraire de Jessica, finalement, puisque quoi de plus ancré dans le monde physique qu'un parc d'attractions. Malgré tout, vous avez choisi d'augmenter cette réalité en ajoutant, avec brio, il faut le dire, une nouvelle dimension digitale à l'expérience Disney. Vous nous expliquerez comment, grâce aux dernières innovations et à une stratégie audacieuse, vous proposerez une expérience personnalisée et seamless à vos visiteurs. Nous allons démarrer notre débat immédiatement. Et pour lancer cet échange, je vais vous poser une question chacun. Je commence par vous, Jessica Delpirou. À quel moment le passage dans le monde physique devient indispensable pour une marque ? Alors, pour la marque Made, dans laquelle je travaille depuis maintenant 1 an, ça a toujours été en fait un élément important de la construction de marque. Made existe sur le marché français depuis quelques années maintenant, a ouvert son showroom assez rapidement, puisque le showroom est ouvert depuis juillet 2016. Et en Angleterre, les showrooms de Made existaient également dès le démarrage de la marque. Parce que nous, on croit évidemment à un modèle de pure player, on croit à un modèle où les ventes vont essentiellement se réaliser sur Internet, exclusivement se réaliser sur Internet. Mais le showroom nous apporte à la fois un élément de réassurance client important, donc c'est pour ça qu'on a ce premier showroom basé à Paris, mais également une contribution très forte à notre image de marque, et je vous en parlerai un petit peu plus avant, je pense. Effectivement, on aura tout à fait le temps de développer tout ça. Fabien Fouqueret, je sais que vous parlez de magie Disney pour décrire l'expérience de vos visiteurs, mais est-ce qu'on peut enchanter aussi facilement les gens dans un parc d'attractions et dans le monde digital ? Alors, enchanter aussi facilement, je ne sais pas. Alors, après, ce qu'il faut, je pense, voir, c'est que l'expérience physique, elle reste le cœur de notre expérience et ce que l'on veut vraiment offrir. En revanche, les attentes des visiteurs de Disneyland Paris, mais dans le monde du tourisme en général, est vraiment dans une notion... Alors, chez nous, notre nouvelle PDG, elle a vraiment insufflé ça là, depuis 1 an et demi, autour de ce qu'on appelle seamless et personalized. C'est vraiment sur un côté... il faut que pour les gens, ça soit le plus... facile possible, sans effort pour passer d'une expérience à une autre, et la plus personnalisée possible, parce que c'est ce qu'attendent les gens. Aujourd'hui, ils veulent vraiment, à travers principalement les outils digitaux, mais pas que, avoir une relation particulière avec une marque. D'accord, écoutez, comme je le disais, nous allons pouvoir développer toutes ces questions durant cette émission. Mais avant, je vous propose de retrouver un micro-trottoir réalisé par les Éco-Publishing. Nous allons tout simplement aller demander à vos clients, dans la rue, leur vision du futur du commerce. Un micro-trottoir qui, une fois de plus, devrait nous apprendre pas mal de choses. Nous allons le vérifier. Bonjour, Yann Guillot. Bonjour Fred. Alors, vous êtes allé à la rencontre des consommateurs. J'ai une question, est-ce qu'ils sont ultra connectés ? Alors, effectivement, on est allé à la rencontre des consommateurs pour leur demander ce qu'ils pensaient du phygital. Le phygital, c'est quoi ? C'est la rencontre du physique et du digital que l'on compresse et qu'on met dans un seul mot. Sur le phygital, justement, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça les laisse songeurs. On écoute. Phygital ? Ouais. Non, je vois pas ce que c'est. Non, le phi, je vois pas à quoi il correspond. Digital, ça doit sortir du digital, je pense, hein ? Wi-Fi ? Non, je sais pas.
Pour la plupart des gens que nous avons rencontrés, les achats en ligne sont rentrés dans les mœurs. Ils choisissent souvent entre boutique physique et digitale en fonction du type de produit recherché. Je fais un peu les deux en fait. En boutique, les articles que je sais que je vais pouvoir trouver facilement. Sur internet, des choses un peu plus compliquées. Parce que j'ai plus le temps d'aller chercher, faire 12 000 magasins pour trouver ce que j'ai envie vraiment de trouver. Moi, je privilégie Internet dans le sens où c'est rapide et j'ai pas besoin de bouger, quoi. Donc, Ça dépend tellement du produit en fait. C'est pas. Moi, c'est sûr que j'achète pas de vêtements sur Internet parce que je préfère l'essayer. Après, si c'est des livres, si c'est de l'électronique, des choses comme ça. Nous leur avons aussi posé la question des dispositifs de vente connectés, présentoirs interactifs, robots d'accueil. Si beaucoup en ont vu, peu s'y sont encore essayés. Alors j'ai vu ça, mais j'ai jamais testé en fait. ouais, j'ai déjà vu pour les boutiques de fringues. Ouais, moi aussi, mais j'ai jamais fait. J'ai aperçu, mais ça m'a pas intéressé. Quant à leur intérêt pour les dispositifs retail connectés, ils restent encore sceptiques. Alors, gadget ou révolution, les avis, comme vous allez l'entendre, sont partagés. Je pense que c'est un peu gadget parce que ça dématérialise encore plus la vente. Non, je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça. J'ai qu'à voir mes petits-enfants et tout ça. Ouais, c'est drôle. C'est marrant. Moi, ça me ferait rire. Ça peut être ludique. Ouais. Les avis sont aussi partagés sur l'utilisation de la data pour leur proposer une expérience personnalisée. Beaucoup disent être gênés de se sentir ainsi observés. C'est de l'intrusion dans la vie privée, autorisée, acceptée. Moins on en sait sur les achats, mieux c'est. Presque une atteinte à la vie privée. Totalement. Ah ouais. Non mais là-dessus on se met complètement. On est complètement fiché partout. On ne supporte pas. Mais je vous rassure, d'autres y voient aussi des avantages. Moi, j'aime être indépendant en tant que client, donc je favorise ce genre d'initiative. Moi, ça me dérangerait pas. Au contraire, c'est un plus, je pense. C'est un gain de temps, moi, ça me gênerait pas. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les avis sont vraiment partagés sur cette question. Pour la plupart des personnes interrogées, tout ceci reste encore assez confus, il faut bien le dire. Il mélange pas mal de notions. Il reste aussi très attaché, c'est un sentiment assez profond, au retail classique et à la possibilité d'avoir une interaction physique avec un vendeur ou avec un produit. Ce qui est assez frappant aussi, c'est qu'il y a une vraie rupture générationnelle. Les plus jeunes ont totalement intégré le fait de donner de leur data, d'avoir des interactions dématérialisées, etc. En revanche, les autres sont quand même très attachés au point de vente physique et l'expérience client physique dans le monde réel reste incontournable. Merci Yann. Merci Fred. Et effectivement, une fois de plus, vous nous prouvez que d'aller au contact des gens dans la rue pour vérifier ce qu'ils pensent est assez enrichissant. Le figital, quel drôle de mot. Quelle est votre définition à vous, Jessica Delpirou, du figital ? Alors, le figital, c'est quand même un mot qui est un vrai mot de marketeur à la base. Et je ne suis pas très étonnée que nos consommateurs dans la rue nous disent le figital. Je ne comprends pas très bien ce que c'est. Pour moi, en fait, ce qui est important, c'est d'abord de partir du client et de l'expérience qu'on veut lui apporter. Cette expérience peut être une expérience de pure player avec une dimension physique. Une expérience physique totalement réplicable dans le digital. Je pense qu'en fait, ça dépend vraiment de la marque qu'on est. Donc, il n'y a pas une réponse unique, je pense, à cette question. Mais moi, ce qui m'a beaucoup fait réagir également, c'est cette notion de retail, hein, puisque quand on regarde un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, on parle de retail hécatombe, retail apocalypse, je crois qu'on dit. Il n'y a pas une semaine, en fait, sans qu'il y ait une annonce un peu dramatique de boutiques qui ferment. Donc voilà, je pense qu'en fait, on y est. On est dans ce monde-là digital. Donc il faut redéfinir en fait ces frontières du physique et du digital, c'est certain. Maintenant, c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui ne sont pas forcément à même de comprendre ce que veut dire digital. Ce qui compte pour eux, c'est l'expérience. Exactement. Au-delà, et même de l'expérience, c'est le côté service. Je pense que c'est là-dessus que les gens s'attendent à vraiment avoir l'usage du digital proposé par les marques. C'est qu'elle leur simplifie la vie, on l'entendait tout à l'heure. C'est pourquoi pas, je suis prêt à partager mes données si derrière, je n'ai pas besoin de réexpliquer à un retailer ou autre quelles sont mes préférences, vers quel type de produit je vais, etc. Donc, c'est vraiment ça où je pense que la notion de service est vraiment clé pour les consommateurs dans cette notion de figital. Justement, pour vous, Fabien Fouqueret, puisque vous travaillez pour Disneyland Paris, c'est un vrai levier de développement commercial, cette nouvelle façon de voir les choses ? Oui, clairement, c'est pour nous une attente de nos consommateurs, d'abord, donc il faut qu'on y réponde, et c'est aussi des opportunités de business et de revenus, clairement dessus.
Si je prends un exemple, par exemple, sur toute la partie en amont de réflexion par rapport à un court séjour que peut être Disneyland Paris, ce qu'on cherche à faire depuis quelques années, c'est vraiment de merger, on va dire, de fusionner notre call center avec notre site internet. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez sur notre site internet, c'est classique, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant notre produit, nos hôtels, nos différents parcs, mais on va aussi on va offrir de l'interaction avec notre call center à travers du callback, donc les gens vont pouvoir se faire rappeler, du chat pro, donc avec un agent du call center, et aussi avec du chat communautaire, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation nos prospects avec des ambassadeurs de marque qu'on a choisis. Ça se développe de plus en plus, ça d'ailleurs, hein, ce type de chat. Alors ça marche très très bien, on a mis ça en place un peu avant l'été, on n'est que sur le marché français aujourd'hui, mais on a un peu plus de 50 ambassadeurs qui répondent aux questions de nos clients à travers le site internet. Alors là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas non plus trop donner d'opportunités d'interaction, parce que sinon les gens sont perdus, et on revient sur le côté simplification. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fusionné ces différentes interactions à travers une seule et même plateforme, et nous on va offrir l'interaction qui va bien, c'est-à-dire le callback, le chat pro, le chat communautaire, soit en fonction de ce que peut attendre les clients, soit en fonction des revenus, c'est-à-dire de la conversion et du panier moyen qu'on va mesurer avant, exactement. J'ai envie de parler aussi peut-être des réseaux sociaux. Est-ce que chez Made.com, l'interaction avec les clients passe par là aussi ? Alors, complètement. Nous, en fait, on est dans un secteur où le consommateur a pris la main, mais depuis très très longtemps. Ouais. Instagram, Pinterest. Nos consommateurs, ils connaissent mieux le monde de la décoration et de l'ameublement que nous. Donc, mais c'est normal et c'est très bien comme ça. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on leur donne la possibilité aujourd'hui à ces consommateurs de nous montrer en fait ce que donnent les meubles Made dans leur environnement. Donc on a une plateforme en fait où ils vont poster des photos de leur intérieur. On va faire aussi éventuellement venir, on va faire des tournages chez eux, on va faire de la photo chez eux pour avoir des belles photos. Et ça permet de donner aussi d'ancrer dans le physique d'une certaine manière pour un autre consommateur qui lui va vouloir voir le meuble qu'il a envie d'acheter dans un intérieur, voir à quoi ça ressemble. Et dans des conditions réelles, c'est plus un catalogue. Exactement, et donc il va pouvoir voir en fait ce que ça donne chez d'autres acheteurs de la marque Made. Donc ça, on fait beaucoup. Ça, c'est un premier élément où vraiment on est en direct avec ce que permet le digital. En fait, finalement, on est en direct avec l'utilisateur final. Le deuxième élément aussi qui est à la frontière des réseaux sociaux, qui touche plus, on va dire, la vie client. Aujourd'hui, vous êtes consommateur, vous allez vous intéresser à acheter un meuble de décoration ou un produit IFI. La première chose que vous allez faire, c'est quoi ? C'est vous allez aller sur Google et vous allez taper soit le nom de la marque, soit le produit, et vous allez regarder les avis clients. Exactement. Donc, il y a une notion de transparence qui est hyper importante et il y a une notion de direct avec le consommateur qui est très importante là-dessus aussi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, et ça depuis le lancement de la marque, on demande à tous nos clients de nous donner une note systématiquement après réception de leurs produits, de 1 à 5. Hyper simple. Ils nous donnent une note, c'est géré par un tiers de confiance, donc c'est pas nous qui on n'est pas partie prenante, il y a un tiers de confiance et on affiche tout de manière transparente sur les réseaux. Donc ça, c'est quelque chose de très très important pour nous, cette relation directe avec le consommateur qui rend l'humain présent dans une relation qui est pour autant très digitale. Et pour vous, du coup, c'est une vraie lame de fond, c'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui... Aujourd'hui, en fait, quand on regarde, et c'est ce qu'on entendait très bien dans le micro-trottoir, il y a deux générations. Et nous, on adresse la génération des millennials. Donc cette génération de millennials, finalement, elle est grandissante, forcément. Enfin voilà, on va tous demain finalement aller plus vers du digital en termes d'achat. Ça ne veut pas dire que le physique n'est pas important. Encore une fois, nous avons un showroom et il a une vraie valeur dans ce dispositif. Mais on va aller de plus en plus vers du digital, ça c'est le premier point. Et en plus de ça, les millennials, ils ont cette force qu'un millennial à Berlin, à Paris ou à Londres, il va avoir à peu près les mêmes envies. Donc ça permet aussi de construire des marques comme Made, qui sont des marques globales, qui permettent en fait d'offrir des produits qui sont adaptés à ces générations-là. Donc oui, c'est une lame de fond pour moi et non pas une tendance ou une mode. Et justement, Fabien Fouqueret, est-ce qu'on retrouve chez Disneyland Paris la même dichotomie qu'on vient d'aborder, qu'on a abordé également dans le micro-trottoir, entre les différents publics jeunes et plus âgés ? Oui et non, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que les millennials, ils ont vraiment un usage très fort des réseaux sociaux de manière globale. Après, nous,
La manière dont on perçoit ça, c'est qu'ils définissent les codes. C'est-à-dire que c'est clairement eux qui vont définir les usages. On parlait tout à l'heure d'Instagram ou d'autres. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est par porosité, ils vont ensuite influencer les usages que vont avoir des gens qui ne sont pas forcément digital natives, mais qui, les taux d'équipement aujourd'hui, on le voit, des smartphones en France sont tels qu'il n'y a pas que les millennials qui ont des smartphones, et clairement, les gens sont de plus en plus à prendre des photos, des vidéos, etc., même s'ils sont plus âgés dessus. Et donc, clairement, on va aussi essayer de favoriser un usage global des réseaux sociaux pour tous nos cibles à Disneyland Paris. Et justement, puisque vous me parlez des smartphones et de ce type d'outils, quels sont vraiment concrètement les moyens dont vous disposez en tant que marque pour tisser des liens avec vos clients avant leur visite, pour préparer leur arrivée? Alors, les liens, je l'évoquais tout à l'heure, entre le site web et le call center. Ouais. On va aussi travailler, nous, autour des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a mis en place un pôle qui va répondre à toutes les questions qu'on va avoir sur Twitter ou Facebook, pour tout ce qui est préparation en amont, parce que les gens sont parfois, ils se questionnent sur l'usage de la poussette, etc., la nourriture ou autre. Et donc, on a un pôle qui va répondre en différentes langues aux questions sur ces réseaux-là. On essaie d'avoir un taux de réactivité assez fort. C'est-à-dire pendant les jours de la semaine, on est autour d'une heure de réponse à chaque question, un petit peu plus forcément le soir et le week-end, mais on est dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de ces conversations qui vont avoir une influence directe sur la conversion, le reste étant plutôt de la satisfaction, de la préparation à la visite. Oui. Vous pouvez aussi permettre à vos clients, via des applications notamment, de préparer leur visite, d'avoir comme un guide personnalisé quelque part. Oui, alors on est autour de la préparation. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a un temps qui est assez long entre l'achat et l'expérience en elle-même. En Angleterre, on est autour de 6 mois en amont, donc c'est très très long. En moyenne, au niveau de l'Europe, on est autour de 3 mois, donc il y a un temps qui est relativement long, où les gens sont vraiment en attente. C'est-à-dire qu'on avait mesuré, on avait à peu près 4 emails qui partaient aux gens entre leur réservation et leur séjour. Pas mal, ouais. Et les gens avaient l'impression qu'ils n'en recevaient aucun. Alors que clairement, on sent, alors qu'on parle parfois de carpet bombing, on dit attention à la pression commerciale au niveau des emails, quand on est dans un moment clé dans la relation, on peut aller au-delà. Et clairement, donc aujourd'hui, on a développé une palette, on a 10 emails qui vont partir en fonction, si on est au-delà de 3 mois de réservation, qui vont mettre en avant plutôt la satisfaction, c'est-à-dire qu'on va les préparer à la visite sur le parc, à qu'est-ce que c'est exactement l'hôtel dans lequel ils vont être, parce qu'on a des hôtels thèmés, donc c'est le manager qui prend la parole, qui va avoir toute une notion de tips, des vidéos un peu ludiques pour leur préparer toute leur visite. On va mettre la météo quelques jours avant leur arrivée, pour leur expliquer comment il va falloir qu'ils s'habillent, etc. Un maximum d'informations. Un maximum d'informations, et on se retrouve avec des taux d'ouverture qui sont au-delà de 80% de nos emails, ce qui est dans le monde de l'emailing, c'est juste énorme. Et on a un de nos emails qui est quelques jours avant, qui est autour de 110 et 120% d'ouverture, c'est-à-dire que les gens reviennent parce qu'ils veulent revenir, revoir les tips, etc. Donc on s'aperçoit que c'est toute la relation client. Quand on a un moment clé, il ne faut pas lésiner sur l'impact et l'investissement d'une marque pour favoriser ces moments-là. Mais je crois aussi, c'est parce que tu as une marque qui te permet aussi ça. C'est-à-dire que quand on va dans un parc Disney, on a une attente hyper forte. C'est une marque auquel les gens sont... vraiment, ils aiment la marque, ils ont envie, c'est un investissement important pour eux. Et donc je pense que c'est aussi, dans ces discussions, l'importance d'une marque et de sa zone de légitimité pour pouvoir permettre ces services-là, en fait. Et je pense que vous êtes tout à fait légitime. Et... Sans doute qu'il y a la marque, et ça, on le voit sur les réseaux sociaux, on a des bassins d'audience qui sont juste énormes. On parle de love brand, parce que vraiment, on est dessus. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des moments clés. Je pense que chez Med, c'est pareil. C'est entre le moment où on a acheté la livraison, les premiers jours d'usage. C'est ces moments-là qu'il faut favoriser. Le digital est là pour ça. On le voyait sur le côté advocacy, etc. Mais... Et justement, c'est ce que j'allais vous demander, Jessica Delpirou. C'est chez Disney, on prépare le client avant qu'il arrive dans le parc d'attractions. Vous, une fois qu'il a été livré, vous le suivez, le client ? Alors, nous, en fait, on suit évidemment aussi ce parcours-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a ce showroom, puisque ce showroom, finalement, c'est une vitrine de la marque. Donc, je vous parlais de marque, c'est la vitrine de la marque, c'est la vitrine de l'expérience. On a essentiellement des visiteurs qui n'ont pas encore acheté du Made, qui viennent dans ce showroom et qui vont vivre une expérience. Finalement, une expérience physique, via des tablettes, puisque tous nos produits ont des codes NFC, donc ils vont pouvoir avoir des informations. Oui.
Donc c'est déjà aussi très seamless, comme on dit, ou très phygital. Mais au-delà de ça, une expérience aussi de marque. On fait parler des marques amies, on a des partenariats, des pop-up. Il s'y passe toujours plein de choses dans ce showroom. Et ça, c'est un showroom physique, mais ultra connecté, vraiment. Ultra connecté et ultra vivant. C'est un lieu de vie, c'est pas un lieu de vente, puisque vous ne repartez pas avec votre produit, mais c'est vraiment un lieu de vie où vous allez vivre la marque. En termes d'expérience émotionnelle, le fait d'avoir affaire justement à des machines plutôt qu'à des êtres humains. Alors il y a des vendeurs, qu'on n'appelle pas des vendeurs, mais il y a des personnes présentes dans ce showroom qui vont vous guider. Mais au contraire, c'est un rôle d'accompagnement, donc c'est extraordinaire. Généralement, d'ailleurs, des gens qui ont des formations de décoration, donc ils peuvent en plus de ça vous guider dans l'achat. Et ce moment-là, il est crucial. On parlait de moment important, ce moment-là, il est important parce que c'est celui-ci qui va générer de la conversion ensuite sur notre site internet, puisque les gens vont finir par acheter sur le site internet. Ensuite, en effet, il y a le moment de la livraison, de l'achat et de la livraison. Donc là, moment crucial, nous on a un service client totalement internalisé, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est le cœur de la satisfaction du client. Et puis je vous dis, ensuite on fait partir de manière transparente des études de satisfaction. Et puis ensuite, oui, on les suit, ces clients-là, puisqu'on va les nourrir déjà d'inspiration en permanence via notre plateforme d'inspiration. Oui. Et aujourd'hui, on va même un cran plus loin, puisqu'en fait, ces clients-là, on va leur permettre d'être co-curateurs de design. Qu'est-ce que ça veut dire, co-curateur de design ? C'est qu'on est en train de créer une plateforme qui s'appelle Talent Lab, où les jeunes designers et les jeunes créatifs, donc cette plateforme est ouverte depuis une quinzaine de jours, les jeunes designers et les jeunes créatifs vont pouvoir proposer des idées. Et on va les mettre, toutes ces idées, face directement à nos consommateurs, donc nos amoureux de Made, qui vont pouvoir, si le créateur leur plaît, le designer leur plaît, quelque part, mettre même 5 € en fait, pour dire moi, je suis prêt à acheter ce produit-là, si Made le produit, si Made le diffuse. Et du coup, derrière, vous le ferez. On le fera. Nous, on s'engage à le faire et à, du coup, aller encore un cran plus loin dans la collaboration avec nos clients. Donc, on les fait même participer finalement à la création. Très bien. Écoutez, pour aller encore plus loin dans notre voyage qui n'est pas terminé, dans le Figital, les Eco-Publishing a rencontré une jeune start-up qui s'appelle Tangible Display. Alors, elle s'est fait une spécialité de concevoir et de fabriquer des interfaces futuristes, vous allez le voir, qui révolutionnent vraiment les espaces de vente, un petit peu comme chez vous. Je vous propose de voir à quel point cela permet d'enrichir l'expérience client et surtout d'augmenter le taux de conversion. Tangible Display développe des présentoirs produits connectés qui permettent à des marques de mieux présenter leurs produits sur le point de vente. Le but initial n'était pas de révolutionner la PLV, mais il était bien de révolutionner la façon dont on interagit avec le digital. L'informatique, on est encore à sa préhistoire et on peut considérer que le clavier et la souris sont des outils préhistoriques. Donc notre idée, c'est de rompre cette barrière entre le physique et le numérique et de faire qu'on puisse interagir de manière aussi naturelle, aussi simple, avec le monde physique et avec le monde digital. On travaille dans le secteur du retail, une première branche qu'on va dire qui est le retail luxe, où on va travailler essentiellement avec la parfumerie et les cosmétiques, les vins et spiritueux. Ensuite, on a une partie qui est retail technologique. Donc là, on va travailler justement avec des marques d'électronique qui ont des produits complexes qui souhaitent présenter de manière plus simple. Et puis, on a une troisième partie du retail qu'on appelle le retail banking, où là, ça va être plutôt de l'assurance, de la banque, du fonds d'investissement. Toutes ces marques ont des produits qui sont très très élaborés. Donc avec ce genre de systèmes digitaux, on va pouvoir véhiculer des informations clés de manière beaucoup plus simple. Tangible Display va créer une expérience client unique, va créer un logiciel spécifique dans lequel on va inclure toutes les infos que la marque souhaite partager avec son client, que ce soit les spécificités de son produit, que ce soit les origines, le savoir-faire. Et puis aussi créer par exemple des jeux qui vont permettre de tester la connaissance du client, des formulaires web qui vont permettre à la marque de rester en contact avec son client. Les bénéfices de la solution Tangible Display, c'est évidemment un meilleur taux de conversion.
Aujourd'hui, c'est un taux de conversion qui est de l'ordre de plus 40% entre un dispositif classique, on va dire. Pour le client, c'est une meilleure connaissance du produit. Et grâce à ce type de système, là, tout de suite, il y a de la magie, il y a de l'expérience, il y a du futur. La boutique du futur, elle est sympa, elle est innovante, elle est engageante. La boutique d'aujourd'hui, c'est énormément de produits qui sont dans des casiers. Ça, c'est fini. C'est la science-fiction presque, en fait, non? C'est déjà là, maintenant. Est-ce que, Fabien Fouqueret, vous avez déjà développé ce type de dispositif dans vos parcs d'attractions? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un peu particulier, je pense autant pour le retail, il y a un vrai intérêt et un avantage pour vraiment magnifier, on va dire, les produits. Il y a beaucoup de boutiques chez le cinéma. Il y a beaucoup de boutiques. Après, on est vraiment assez... c'est particulier pour nous, c'est qu'on veut quand même que l'expérience, ça reste quelque chose de physique. On est là entre amis, on est là en famille, et donc on veut à la fois apporter de la magie, donc il y a un domaine du féerique, mais on veut que les gens se laissent beaucoup plus porter que de leur demander de l'interaction. En revanche, que les développements qui sont faits par exemple au parc aux États-Unis sont autour de bracelets qu'on appelle les Magic Band, qui vont dans cette même logique, essayer de simplifier les interactions avec les objets, c'est-à-dire que leur porte d'hôtel va être sur leur petite bande qu'ils vont avoir autour du bracelet, leur carte de crédit, leur ticket, etc. Donc c'est dans cette logique de dématérialisation, d'interaction avec le physique, mais pas tant de manifestation comme ça de produits en tant que tels. D'accord, vous, Jessica Del Piro, on l'a compris dans votre showroom, il y a pas mal de choses, on se rapproche de ce qu'on a vu. Voilà, on a également des maquettes 3D, on fait plein de choses. Bon, cette expérience-là est une parmi d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que aujourd'hui, les magasins vont devoir se réinventer. Il n'y a juste pas de doute là-dessus. Il faudra voir quel rôle ils ont dans le dispositif de vente par rapport au digital pur. Mais dans les magasins qui resteront et qui gagneront, ce sera ceux qui offriront, je pense, en effet, des expériences innovantes. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de la réalité augmentée pour dans votre showroom, tout de suite voir le canapé, qu'est-ce qu'il va donner chez moi? Aujourd'hui, dans le secteur de la décoration et du meuble, la future grosse révolution, c'est la réalité augmentée. C'est clair. Il y a plein de manières de le faire. Donc, le champ des possibles est ouvert, que ce soit en effet dans un showroom ou via une application chez soi. Mais c'est une des grosses transformations à venir, oui, c'est sûr. C'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà en train de travailler? C'est quelque chose auquel on réfléchit, je pense, comme à mon avis, beaucoup d'acteurs du marché. Et il faut le faire intelligemment parce qu'encore une fois, il ne faut pas le faire pour la techno, il faut le faire pour le client. Donc ça, c'est important. Je vais vous demander également la mise en place de ce type de stratégie globale, à la fois physique et digitale. Ça demande un double investissement, ça demande de multiplier un petit peu les espaces à occuper. Comment est-ce qu'on peut rassurer les marques qui ne sont pas encore totalement là-dedans, qui sont encore un petit peu frileuses, vous qui êtes dans le figital? Comment vous pourriez dire à ceux qui n'osent pas, allez-y, c'est l'avenir, il faut le faire? L'un ou l'autre. Il y a une réponse qui va être un petit peu dure, mais qui est de toute façon, il n'y a pas le choix en fait. Donc il y a une question de, c'est pas un choix en fait aujourd'hui. C'est une question de survie pour. C'est une question, bien sûr, c'est une question de vie ou de survie. Et si vous le faites pas, vos concurrents le feront. Donc ça, c'est la réponse un peu terrible. Oui. Maintenant, la réponse positive, c'est que il faut pas opposer le monde physique au monde du digital. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai jamais été là-dedans. Et je pense que pour des gens qui viennent du monde du retail pur, qui ont pas encore compris exactement comment on arrivait au digital, je pense qu'il faut se dire qu'on peut faire des choses simples, sans forcément une extrême complexité ni technique, et qui apportent déjà quelque chose de plus pour son consommateur, pour son client. Donc il faut bien connaître son client, avant tout, bien connaître le client, bien comprendre ses attentes, parce qu'en effet, on n'adresse pas quelqu'un de 60 ans comme quelqu'un de 25 ans, mais au final, il y a des choses très simples qui peuvent être faites sans une compréhension exhaustive de tous les outils IT, technologiques, et sans être ingénieur à la base. Et si je comprends bien, oui, allez-y. Pardon, je dirais, au-delà de la simplicité qui est claire, c'est aussi... dans la partie digitale, c'est aussi le fait de pouvoir faire des tests qui sont très limités. C'est-à-dire qu'on parle toujours de test and learn, mais c'est une réalité sur la partie digitale. On peut évidemment assez vite se dire d'avoir une idée, de la tester dans un environnement qui est beaucoup plus restreint pour voir comment ça fonctionne avant de le déployer à une échelle grande. Et ce qui est souvent l'inverse dans la partie physique, où c'est pas évident d'avoir quelque chose sur un endroit assez restreint, alors que la partie digitale offre ce côté test and learn pour
pouvoir sans cesse tester ce qui va fonctionner ou pas demain et pouvoir ensuite faire les vrais investissements qui conviennent. Et si je vous entends bien tous les deux, c'est tout en investissant un maximum et en avançant dans le digital, il faut quand même garder une part importante d'humain. Il ne faut surtout pas la gommer. Alors, c'est le cœur en fait au départ du digital, c'est-à-dire l'accès à l'information pour tous. Enfin voilà, moi j'ai une vision là-dessus évidemment hyper tournée sur l'humain, donc j'y crois et je pense que c'est un indispensable, oui, tout à fait. On a presque terminé. Je voudrais vous demander en fait, est-ce qu'on va aller encore plus loin? Parce que là on a l'impression qu'on avance à pas de géant, mais est-ce qu'on va vraiment continuer à aller encore plus loin? Comment vous voyez aussi bien vous pour vendre des meubles et de la décoration que vous avec un parc d'attractions? Comment vous voyez ça dans 20 ans par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, pour ce qui est de mon secteur, moi je pense qu'on n'est qu'au tout début de l'histoire, c'est ça. Au début de la courbe. Finalement, quand on reprend d'autres secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs des produits blancs, bruns, qui il y a quelques années ne se vendaient pas sur Internet et qui aujourd'hui ne se vendent que sur Internet, ou quasi, on sent toujours que voilà, il y a toujours un moment où une accélération et je pense que voilà, on est nous au début de notre histoire là-dessus. Et donc voilà, pour ce qui est du secteur du meuble et de la décoration, oui, je pense qu'on est au début de l'histoire et que dans 10 ans, on pourra en reparler, mais il y aura plein de choses qui auront complètement évolué sur ce secteur-là. Oui. En 2 mots, Fabien Foucret, pour Disney, pareil, c'est le début de l'histoire? C'est le début de l'histoire, c'est surtout pour moi l'impact énorme que la révolution technologique de l'intelligence artificielle va amener. C'est-à-dire que là, on commence à toucher ce qu'on appelait du CRM il y a 10 ans, mais c'est la réalité aujourd'hui de la personnalisation, où notamment le parc aux États-Unis ont commencé à vraiment personnaliser le site web en fonction de l'individu. On n'est même plus à des clusters ou des groupes, ouais. On devient sur la partie individu, et avec de l'intelligence artificielle derrière, c'est-à-dire que ça devient tellement complexe, on est sur tel volume d'individus qu'il faut que les machines le règlent. On a des résultats qui sont assez fantastiques comme ça en Floride, et je pense que pour nous, ce qui va arriver, par exemple, dans les hôtels, c'est que tout ce qui est le check-in, l'arrivée dans un hôtel bientôt se fera de manière encore plus seamless, c'est-à-dire que les gens auront déjà fait leur check-in d'une manière globale, et la relation humaine, là, va devenir clé. C'est le petit plus qu'on va apporter, parce qu'on va reconnaître la personne, on va savoir qu'elle est déjà venue, on va connaître son régime alimentaire ou autre, pour pouvoir vraiment magnifier l'expérience, et je pense que c'est vers ça que l'on se dirige. J'ai appris beaucoup de choses, c'était un échange vraiment passionnant. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Diagonale, l'émission des regards croisés sur la transformation digitale.